Alors nous sommes très heureux, et c'est avec beaucoup d'honneur aussi, que nous accueillons Véronique Nichanian. Véronique est d'autant plus méritante qu'elle vient d'atterrir de New York ce matin, très tôt. Donc vraiment, merci Véronique. Merci à toi. Véronique préside aux destinées de l'univers masculin de Hermès depuis 30 ans. C'est une femme talentueuse, une femme de caractère, une femme exigeante et qui a cette capacité extraordinaire de se renouveler à chaque collection. Voilà, c'est une personne très importante dans la maison. Et je voudrais juste dire, en fait, chez Hermès, quand on regarde un objet ou qu'on regarde, je ne sais pas, un dessin, il y a toujours, on se dit, ah oui, ça c'est Hermès. Ah non, ça c'est pas Hermès. Alors, qu'est-ce que c'est Hermès? Alors, à ce moment-là, on commence à additionner les adjectifs, les qualificatifs, parce que finalement, évidemment, il n'y a pas de définition stable, et c'est peut-être ça qui est justement la magie, et c'est très important. Mais moi, je crois qu'on sait ce qu'est Hermès juste en regardant un vêtement de Véronique. Voilà. Merci Catherine, merci infiniment de cette magnifique introduction. Je suis très heureuse d'être avec vous et très flattée d'avoir à parler des vêtements Hermès dans cette circonstance. Moi, je vais vous parler, je ne sais pas un petit peu comment vous expliquer mon parcours. Catherine m'a dit, mais raconte ton histoire. Alors en effet, mon histoire, elle est assez simple parce que étant née à Paris, moi j'ai toujours été passionnée par le tissu, c'est la matière qui m'intéresse. Et si je suis arrivée dans ce métier, c'est grâce surtout à cause du tissu. Quand j'étais enfant, adolescente, je passais mon temps au marché Saint-Pierre, qui était pour moi en effet le temple des merveilles où j'achetais des tonnes de tissus et je rentrais à la maison avec des tas de choses. Ma mère me disait encore. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire de la mode, mais j'aime pas toujours cet intitulé de mode parce que j'ai toujours pas l'impression de faire de la mode. Je le dis à mes collaborateurs souvent, je dis que je fais des vêtements et pas de la mode parce que pour moi c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est un travail sur la matière d'abord et sur le tissu bien sûr, mais être entrée chez Hermès ça a été merveilleux parce que j'ai découvert une maison qui vraiment s'intéresse à la matière, au savoir-faire, à la main de l'homme, bien sûr, mais à toute cette recherche textile et à la recherche du cuir. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. Moi, j'ai eu un parcours assez simple parce que j'ai fait, donc ma mère me voyant ramener des tissus tout le temps, je lui ai dit que je voulais faire en effet de la mode, puisque c'est comme ça que ça s'appelait. J'ai fait l'école de la chambre syndicale de la couture. Et à la sortie de cette école, Nino Cerruti cherchait un assistant et donc on a été plusieurs à se présenter et il a trouvé mon dossier intéressant et il m'a engagée. Je me suis dit, bon, bah, c'est intéressant, je vais faire de l'homme un an ou deux parce que démarrer tout de suite comme assistante de Nino Cerruti, c'était formidable, c'était dans les années fin 70, début 80 et la mode italienne était à son apogée. Et je me suis dit, bah, je vais faire de la mode masculine et puis après, je retournerai à la mode féminine, à la couture, qui était en effet de ce dont on parlait à la chambre syndicale. Et en fait, avec Nino, j'ai découvert un univers masculin qui m'a vraiment passionnée, d'abord parce que je pense être quelqu'un qui s'intéresse aux détails, à la matière, aux nuances, et mes assistants ici sont bien placés pour le savoir, aux détails, au millimètre et tout. Je suis quelqu'un qui est capable de faire et refaire encore. Et j'ai découvert dans le monde masculin justement une exigence, peut-être qu'il y a aussi dans le monde féminin, que je connais moins, mais peut-être un exercice de style qui est beaucoup plus étroit et qui convenait certainement plus à mon expression. Et ce qui a été passionnant aussi dans mes années avec Nino Cerruti, c'est que je suis rentrée dans cette maison qui était un groupe, puisque Nino Cerruti, ça venait d'abord d'une usine textile qui appartenait à son père et qu'il a vraiment bien développée. Et donc je passais mon temps une semaine à Paris, une semaine en Italie, et ces semaines en Italie, on était ou bien dans les ateliers qui étaient à Milan, ou bien dans les usines textiles qui étaient à Biella.
Et comme j'avais 19, 20, 21 ans, j'étais la petite dernière. Donc tous les techniciens, je venais leur demander, je leur posais des questions, ils prenaient le temps de m'expliquer. Et vraiment, ça a été des années formidables où j'ai vraiment appris le textile dans la draperie masculine, dans tout ce que ça a de merveilleux et d'exceptionnel. Donc après ces très belles années passées chez Cerruti, j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil merveilleux un jour chez moi de Jean-Louis Dumas Hermès qui m'a dit « Bonjour, je suis Jean-Louis Dumas, je voudrais vous rencontrer. » J'ai cru que c'était une plaisanterie, j'ai dit « Ah ah ah, qui me fait cette blague ?» Et j'ai eu un homme très gentil qui me disait « Écoutez, je ne sais pas comment vous le prouvez par téléphone, mais je suis vraiment Jean-Louis Dumas et je voudrais vous rencontrer. » Donc je suis allée à ce rendez-vous en me disant « Mais je suis très heureux chez Cerruti. » C'est ce que j'ai commencé à expliquer à Jean-Louis Dumas, d'ailleurs, que j'étais très heureux chez Cerruti. Et en fait, j'ai eu un homme qui avait une vision pour son entreprise assez extraordinaire. Et ça, c'était donc en 88. Je suis rentrée, comme le disait Catherine, ça fait déjà 30 ans et ça passe vite. Ça passe vite. Quand on est heureux, ça passe très vite. Et Jean-Louis m'a dit, écoute, on se vous voyait à l'époque, prenez le masculin et gérez ça comme votre petite entreprise. Et j'ai géré ça comme ma petite entreprise, mais surtout, d'abord, j'ai commencé vraiment toute seule à faire ces collections. Après, j'ai pris un assistant, un deuxième, un troisième, et maintenant, il y en a beaucoup qui sont ici aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir une équipe formidable qui m'entoure, et c'est vraiment très agréable. Vous parlez des tissus, c'est moi ce qui me passionne toujours, et c'est toujours ma passion quand je commence à regarder une collection de tissus. Et d'ailleurs, j'ai du mal à déléguer à mes collaborateurs ces salons de tissus où je leur dis je voudrais plutôt ci ou plutôt ça, mais en fait c'est de la gourmandise et encore aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir à découvrir les collections de tissus des fabricants qui viennent nous les présenter ou quand je vais dans les salons. Il y a un salon extraordinaire à Paris qui s'appelle Première Vision qui a été créé par des Lyonnais et maintenant c'est je pense le plus grand salon international de tissus au monde et vraiment il y a tous les tisseurs qui viennent présenter que ce soit les draperies italiennes, que ce soit les Anglais, les Italiens, les Japonais, beaucoup. Et je vous parlerai tout à l'heure du textile japonais que j'ai trouvé absolument passionnant depuis 15 ans, puisque les Japonais ont repris des métiers à l'ancienne, les métiers de kimono, donc c'est des métiers qui tissent en 70, et ils ont eu la grande intelligence d'essayer de tisser sur ces métiers des fibres nouvelles, des fibres synthétiques, et ils font des tissus assez exceptionnels. Alors pour vous raconter le parcours, je me suis dit que le plus intéressant c'était aussi de montrer des images de ces défilés depuis 30 ans, et surtout de vous expliquer que moi mon parcours et ce qui m'a intéressé chez Hermès, en rentrant je me suis dit bon bien sûr Hermès étant né à Paris, donc ma mère avait de la soie, des foulards, il y avait des sacs, tout ça. Je me suis dit, c'est merveilleux, Hermès, c'est une maison extraordinaire, mais l'idée n'est quand même pas de refaire encore le côté gentleman farmer, grand bourgeois, parce que c'était un peu ça il y a 30 ans. Et j'avais envie d'apporter une touche de modernité, ou en tout cas dans le vestiaire masculin, parce que comme me disait Catherine, tous nos objets sont assez merveilleux, exceptionnels, et ils font rêver. Je suis en train de triturer ça depuis tout à l'heure, je ne sais pas dans quel état vous allez le retrouver, ça va être... Bon. Et justement, ce que je trouvais pour moi qui allait être intéressant, c'est que d'abord, tout m'était permis, et j'ai toujours, depuis le début, eu carte blanche, et ça, c'est quand on est un créateur, c'est un rêve de pouvoir se permettre tout dans les textiles, et aussi d'un point de vue budgétaire, et vraiment, pour avoir beaucoup d'amis dans d'autres maisons, je prends conscience de l'exceptionnel et du rêve que c'est, et c'est pour ça que j'y suis toujours aussi heureuse. Mais de créer aussi, d'apporter ce que le XXIe siècle apporte en textile, c'est-à-dire de faire rentrer chez Hermès des mélanges textiles, des choses assez inattendues. Et le conseil que je donnerais à tout le monde aujourd'hui, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues sur un tissu, sur une matière, parce que on peut le traiter de la façon la plus noble également, on peut tout transformer. Il ne faut pas avoir d'a priori, je trouve. En tout cas, c'est mon travail et c'est mon expression dans le vestiaire masculin. Je vais vous montrer, en fait, le mieux, ça serait de vous montrer quelques photos. Et pour commencer, je me suis dit quand même qu'on était dans une maison de cuir, et donc j'ai commencé par
par tester des cuirs exceptionnels comme le croco ou comme le galucha, qui étaient des cuirs qu'on avait très peu travaillés, en tout cas dans le vêtement à l'époque. Et ça a été le début de cette aventure textile, mais je voulais quand même faire un hommage au cuir chez Hermès par ces matières. Donc, par exemple, ici, c'était une veste-chemise, c'est-à-dire que la construction pour moi, la construction de la veste part toujours de la matière, je pars toujours de la matière, de la couleur. On commence par la gamme de couleurs, après le choix des matières, et puis après on rentre dans l'histoire des vêtements. Car pour moi, un vêtement, je devrais dire un tissu appelle un vêtement. Et là, dans les années 90, c'était des vestes déstructurées, des vestes chemises. Donc vous allez voir, maintenant il y a des proportions qui paraissent un peu démodées au fil de ces 30 ans, mais en tout cas, il n'y a rien que je renie aujourd'hui dans tout ce travail que j'ai fait et que j'ai mené après avec mes équipes. Là, c'était du crêpe de lin. Le crêpe de lin, c'était aussi assez intéressant de traiter le lin façon crêpe, parce qu'il y avait le lin tissage plat, mais façon crêpe, ça donnait quelque chose de plus souple, de plus, j'allais dire plus mou, mais avec la nervosité du lin, ça donnait quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de textiles qui, comme ça, sont rentrés dans le vestiaire masculin dans les années 80-90, qui maintenant paraissent pour tout le monde tout à fait normal, mais au fur et à mesure de ces 30 ans, ça a été vraiment une introduction assez nouvelle. Je vous disais tout à l'heure que j'ai aussi travaillé des matières synthétiques, du polyamide, du nylon, du polyester, et je me souviens la première fois que j'ai fait un tissu avec un groupe japonais, j'ai appelé ça la toile au vent, parce que je me disais, tiens, il faut lui donner un nom, et c'était un petit peu le principe d'un tissu très facile à vivre, qui supportait la pluie, le vent. Et il y avait eu un tollé chez Hermès en disant « Mais mon Dieu, vous utilisez des matières qui ne sont pas des matières nobles. » Et j'expliquais qu'on était au XXIe siècle et que ce qui était intéressant, la toile au vent, la toile orage, la toile bright, voilà, on a baptisé comme ça la création textile, qu'il ne fallait pas se priver de tissus techniques pour l'extérieur et puis pour voyager léger, pour les mettre en boule dans son sac, mais que contre la peau, j'avais toujours envie d'avoir du coton, du cachemire, de la laine, mais qu'à l'extérieur, j'avais envie en effet de ces matières et de ces tissus très techniques, comme on le dit aujourd'hui, ce qui était assez un petit peu bouleversé un petit peu les codes chez Hermès, mais petit à petit tout le monde a trouvé, et il y a eu du succès à ça pour comprendre le bien fondé de cette histoire. Ça, j'ai mis le rocabar parce que le rocabar a été un tissu qui a été créé pour l'équitation chez Hermès. C'est vraiment Hermès qui a créé cette couverture pour les chevaux qui est de ce jaune très particulier avec ses rayures rouges et bleues. Et c'était parti de rug à barre avec les rayures, et c'est devenu le rocabar. Donc la couverture à barre est devenue le rocabar. Je trouvais ça amusant de la détourner pour des vêtements masculins d'hiver, et voilà comment le rocabar de l'équitation est rentré dans le vestiaire masculin. La couleur aussi a été importante, là du velours côtelé, de cachemire et coton, mais faire entrer la couleur dans le vestiaire masculin, des jaunes, des rouges, des verts anis, ça aussi c'était un petit peu surprenant. Il y avait peut-être Paul Smith peut-être qui travaillait déjà un peu les couleurs, mais ce qui paraît très, très naturel aujourd'hui était assez inattendu, et je trouvais ça assez joli de le travailler sur les velours parce que ça prend une densité particulière. Revoilà encore une saharienne en crêpe de lin beige. Voilà un blouson en nylon changeant. Là on est dans les fin des années 90, un nylon très technique puisque c'était une grosse serge avec cet aspect changeant et qui donnait des matières déjà un petit peu structurées, assez solides pour des blousons courts. Encore des vestes chemises, j'en ai mis beaucoup en effet. Voilà. Ça, l'été 2000, j'avais eu envie d'investiguer des matières un petit peu, partir un petit peu dans des choix de matières différentes, et j'avais fait des chemises en papier-gomme. Papier-gomme, c'était en effet un non tissé, mais qui était légèrement gommé, et ça donnait des chemises
très, très étonnantes et très intéressantes. Donc, tout ça dans un vestiaire avec des belles laines, des tissages anglais, des super 100. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail et dans cette application du tissu pour le vêtement, et chez Hermès, qui est une maison d'objets et de matières, c'est ce twist, c'est ce télescopage entre des matières inattendues et des matières tout à fait naturelles, je dirais plus attendues, mais très somptueuses. On ne va pas faire un vestiaire uniquement en cachemire et en laine. Je trouve que ce qui est moderne aujourd'hui, c'est ce télescopage, tout comme on porte des sneakers avec un costume, et tout ça, maintenant, il y en a plein dans la rue, mais il y a 30 ans, tout ça a été assez innovant, assez étonnant, et de mélanger des tissus comme ce papier gomme pour une chemise avec du jersey de lin, et j'avais fait un costume en jersey de lin qui était, j'avais contrecollé ce jersey de lin sur une feuille de néoprène, donc ça donnait une espèce de souplesse, d'épaisseur, de rondeur en même temps, et pour faire cette veste comme ça, cette veste chemise avec un pantalon en gabardine de coton, la chemise en papier gomme, ça donnait une silhouette pour un vêtement masculin qui reste, je trouve, très actuel aujourd'hui dans ces mélanges de matières. Un duffel-coat en gomme, là aussi, c'était une gomme assez épaisse. On a fait un duffel-coat, et ce qui me fait très plaisir, c'est que je suis allée à un dîner l'autre jour et il y a un homme qui est arrivé au dîner avec ce duffel-coat. Donc, vous voyez, 19 ans plus tard, ça m'a fait très plaisir parce que ce duffel-coat se portait très bien. La gomme avait passé les années admirablement, et voilà. Donc, sur un pullover sans couture, en cachemire marine, parce qu'on parle des matières, je ne sais pas, Catherine, enfin, Nathalie, si on parle surtout des tissus ou si on parle des matières en général. Je pense que le tricot, le tissage, tout ça, et c'est pour ça que je mets aussi des choses non tissées, parce que la gomme, c'est une matière non tissée, mais ça fait partie de cet éventail extraordinaire des matières, pour moi et pour le vêtement. Mais aussi les tissus anglais, j'ai une grande passion pour les tissus anglais, donc là un costume en prince de Galles avec un grand overcheck rouge, et puis avec ce pullover où c'est une collection où j'avais mélangé le rouge et l'orange en me disant le rouge Hermès, assez statutaire, va rencontrer le orange qui lui est dynamique et représente les années 2000, et ça donnait, voilà. J'aime beaucoup les tissus anglais parce qu'ils ont une tradition qui est extraordinaire dans leur tissage, dans leur traitement, dans leur lavage, et aussi les tweeds écossais, le Shetland. Parce que pour moi, toutes les matières sont nobles. Il n'y a pas la laine, le cachemire d'un côté, les autres matières de l'autre. Et ce qui est intéressant en Europe, c'est qu'en France, on a les très beaux lins, en Belgique aussi, en Angleterre, des très belles draperies lourdes, des Shetland, des cachemires. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait des tweeds avec un monsieur extraordinaire en Irlande, et il m'avait dit « mais il faudra venir un jour ». J'ai dit « bah oui, avec plaisir ». Donc un jour je viens, il vient me chercher à l'aéroport, et dans sa petite voiture, il me dit « bon, bah, je vous emmène à l'usine ». Alors il m'emmène, il s'arrête devant un tout petit cottage comme ça, un cottage comme dans un conte de fées. Alors j'attendais, je descendais pas de voiture, je lui dis on s'arrête chez vous d'abord. Il me dit ah non, mais c'est l'usine, c'est l'usine. Et on est arrivé, enfin je suis rentrée, il y avait 2 dames sur leur métier qui tissaient comme ça des tweeds extraordinaires dans cette toute petite maison. Et c'est ça qui est magnifique aussi, c'est de découvrir des tisseurs qui ont la passion de la matière, de leur tissu, et qui font des choses exceptionnelles encore sur des petits métiers en bois. Et ce monsieur, dans sa petite maison, avait ces 2 dames qui tissaient. Donc tout ça pour vous dire que j'aime énormément les tissages britanniques. Du cire-sur-cœur, là aussi, c'est un tissu que j'aime beaucoup, le cire-sur-cœur, parce que je trouve que c'est un tissu léger, facile à travailler, qui donne des vêtements non doublés, qui est très intéressant. Et là, c'était des cire-sur-cœur de lin et coton. Et maintenant, il y a toujours eu beaucoup de cire-sur-cœur en coton, qui est un tissu américain très intéressant. Mais de le faire en lin et coton, ça donnait une main un petit peu différente, plus sèche encore. C'était parfait pour l'été. Et puis aussi parler de la soie, parce que la soie chez Hermès, inutile de vous le dire, c'est quand même extraordinaire. Tout est permis en soie
et on se permet tout d'ailleurs, toutes les investigations, tous les traitements, tous les lavages, toutes les impressions. Et ça, c'était une collection où j'avais envie de mélanger les carrés de tuiles de soie, donc une chemise où j'avais mélangé 4 ou 5 carrés qui donnaient quelque chose de très joyeux et ça renouvelait, ça twistait un petit peu l'intervention d'une chemise en tuile pour du masculin, pour pas que ça soit précieux. Moi, j'ai toujours coloré les carrés, je prends dans les carrés qui sont présentés dans les foulards, bien sûr. On fait aussi dessiner des carrés exclusivement pour nous dans les collections masculines. Mais là, j'avais repris des carrés existants et on les avait recoloriés avec le groupe à Lyon et c'était assez amusant à faire. Un tissu qui m'a donné beaucoup de mal, c'est le crin. Parce que le crin, quand même, Hermès, le cheval, je me suis dit quand même, on va s'attaquer au crin, voir ce que ça donne. Et j'avais fait quelques vestes et quelques manteaux qui rendaient très bien, mais en fait, le crin est une fibre courte, enfin assez courte, et donc il y avait des bouts de crin qui sortaient comme ça des chemises. Alors quand elles sortaient de l'extérieur, ça allait, mais quand elles rentraient vers l'intérieur, le pauvre mannequin qui portait me disait mais ça me pique, mais ça me pique. Mais bon, alors après on a peaufiné ce crin en le mélangeant justement avec de la laine et coton pour le twister sur des fibres plus longues pour éviter que ce lin. Mais c'est une matière magnifique, formidable. Je l'avais laissé totalement naturelle. Et je trouvais ça assez extraordinaire que chez Hermès, on ait une veste en crin. Je l'avais travaillé avec une chemise en coton sur un dessin grain H. La flanelle, parce que je pense que si je devais choisir un tissu dans les tissus masculins, je choisirais la flanelle, qui est pour moi le plus beau des tissus masculins, parce que c'est vraiment assez statutaire, mais j'aime beaucoup la flanelle rayée, les rayures de banquier, comme je les appelle. Et là, pour cette collection, j'avais décalé un petit peu les rayures pour des faux costumes. Donc, les vestes étaient des pareillés, des pantalons, les couleurs ou les mélanges de rayures pour des choses un petit peu plus inattendues. Et c'est ça qui était intéressant, enfin, qui est toujours intéressant pour moi dans le masculin, c'est de se dire que moi, j'habille des hommes, j'habille pas un homme Hermès, j'habille des hommes Hermès, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que chaque homme s'approprie un vêtement et en fasse sa propre histoire. Et le même vêtement sur un homme ou sur un autre aura l'air de complètement différent. Et c'est ça que je souhaite, c'est que vraiment la personne s'approprie les choses, la mélange dans sa vie, dans ses propres vêtements, fasse une adaptation et découvre des tissus nouveaux, découvre des choses nouvelles. Et le vestiaire masculin, moi j'aime des formes assez simples, j'aime des choses, des silhouettes assez pures. Le travail sur le millimètre d'un cran, d'un revers, ça me parle énormément et ça permet de travailler toute une silhouette, parce que la proportion d'une veste, quelques centimètres de plus sur une longueur, ça change complètement la modernité d'un vêtement. Quand on dit, en effet, quand on voit les vêtements des années 80, juste les carrures paraissent complètement disproportionnées, même si on y revient aujourd'hui. Et je trouve que le vestiaire masculin, tel que moi je l'ai toujours travaillé, je reste dans une espèce de simplicité, de sobriété, mais tout le travail se fait à travers la matière, les tissus, les couleurs, et vraiment le registre est très large. Et je suis assez surprise qu'il n'y ait pas davantage de gens qui s'intéressent aux vêtements masculins, au vestiaire masculin, et d'ailleurs très peu de femmes, et c'est un peu dommage. Voilà, je porte la bonne parole. Encore du twill de soie imprimé. Alors là, on les avait traités en tie and dye sur un dessin très emblématique, un dessin d'Henri Dorigny, qui est un monsieur que j'adore dans notre maison, qui dessine des carrés, des cravates, des montres. Bel Henri, comme on l'appelle. Donc j'avais été lui demander son autorisation en disant « Henri, ça ne te dérange pas que je prenne un dessin très traditionnel pour le bousculer un peu ?» Il m'a dit « Oh non, non, vas-y, amuse-toi ». Donc j'avais fait ces tie and dye. C'était voilà, là aussi une façon de détourner la soie et la soie imprimée. La laine technique imperméable à rayures tennis,
j'avais pris une draperie fine en laine que j'avais demandé à un fabricant italien de me thermocoller sur du néoprène orange, parce que orange quand même c'est notre couleur. En tout cas, je me suis plus approprié l'orange Hermès que le rouge Hermès malgré tout. Et donc ces vêtements, j'avais appelé ça des vestes de moto, parce qu'elles permettaient de se fermer complètement hautes, de se boutonner complètement, et elles sont complètement imperméables. Et avec le néoprène, on avait imperméabilisé aussi la laine fine à l'extérieur, donc ça donnait comme ça, quand on ne le voyait pas, une veste tout à fait classique, de boutons, les poches appliquées, mais avec le néoprène à l'intérieur. Donc dès qu'un homme ouvrait sa veste ou retournait les manches comme ici, on voyait ce néoprène orange. Et ça avait été très, très, très compliqué, très difficile, même si là aussi, encore aujourd'hui, donc, enfin maintenant plutôt, 18 ans plus tard, on maîtrise ça. Et avec l'équipe qui travaille avec moi sur les tissus, là, non, il y a 2 jeunes femmes ici. Maintenant, elles maîtrisent ça, elles connaissent ça par cœur. Mais en 2010, c'était assez nouveau de contre-coller comme ça une laine sur le néoprène. Du jersey, là aussi j'ai eu ma grande période jersey de laine, pour une décontraction avec des pantalons coulissés, un pantalon esprit pyjama, pour expliquer que le vestiaire masculin pouvait être aussi confortable. Maintenant on est habitué avec les vêtements de sport, les hommes sont habitués avec le lycra, avec beaucoup de matières techniques, à avoir un confort, à avoir une souplesse. Mais dans les années 2000, 90 et tout, la souplesse, elle était apportée par la coupe surtout. Mais le confort maintenant, qui est en effet complètement digéré par les hommes, arrivait par des matières nouvelles et surtout par le jersey. C'était assez intéressant de faire ces costumes en jersey qui devaient être taillés très scrupuleusement pour ne pas avoir l'air d'être en pyjama, un truc tout mou et informe. Mais il fallait en effet une coupe, une structure très, 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 très minutieuse. Et moi, j'adore travailler sur les détails. Alors, la matière, c'est aussi le tricot. Donc là, c'était des cols roulés. J'avais pensé à faire au lieu de faire des torsades, de faire des torsades en dessin chaîne d'encre, nos maillons chaîne d'encre, et le fabricant italien avait tout de suite compris, et après plusieurs essais, on avait fait ce très joli point, un gros chaîne d'encre, c'était très joli, ces pullovers en cachemire, 6 fils, donc ils sont 6 fils retordus pour des gros pullovers de sport d'hiver. Alors encore de la matière, là c'est un mélange toile au vent dont je vous parlais à l'instant. On avait fait des sweatshirts réversibles en serpent avec de la toile au vent. Donc réversible, la toile au vent est imperméable, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pour moi, il y a beaucoup de vêtements qui sont travaillés réversibles, parce que je trouve qu'un vêtement et un tissu doit être, comme nous, plusieurs vies. On a une vie professionnelle, on a une vie privée, on n'a peut-être pas le temps de rentrer changer. Le vêtement doit vous accompagner et les tissus sont là pour ça, de trouver les bons tissus qui sont pour vivre avec vous. Donc on avait fait ces sweatshirts réversibles en serpent, coloritomètre, mais avec la toile au vent qui permet de mettre de l'autre côté et d'être imperméable, donc de ne pas abîmer le serpent ou le cuir, puisqu'il y a beaucoup de blousons en cuir qui sont totalement réversibles avec cette toile au vent. J'ai un ami un jour qui m'a dit, en effet, ça permet d'aller à une fête, de prendre le métro, de passer inaperçu, des vêtements multiples. Une technique très intéressante que j'ai découvert il y a quelques années, qui est le needle punch. Et donc, on avait travaillé avec mon équipe ces pullovers, on passe du cuir, là c'était avec de la maille, c'est-à-dire que c'est une façon d'enfoncer l'aiguille, enfin c'est vraiment très particulier, ce qui permet de passer d'une matière à une autre. Et là, ça donnait des pulls qui commençaient en cuir et qui continuaient en cachemire, et c'était assez extraordinaire. J'avais fait ça aussi sur des vestes avec des effets ombrés, et puis aussi après vraiment des vestes qui commençaient en
en draperie et qui se terminait en cuir. Donc ça donne des vêtements assez étranges, assez étonnants, très intéressants. Là, ça a été la toile mèche pour une collection d'été. La toile mèche que vous connaissez sûrement dans le sport, qui est cette toile ajourée. Mais cette fois, elle était, on l'appelle technique pour ne pas écrire à chaque fois, polyamide, nylon. Moi, j'aime beaucoup les mélanges avec le nylon. Je trouve que les mélanges laine et nylon, coton et nylon donnent des tissus qui sont très extraordinaires et qui permettent des fois presque d'avoir du mal à reconnaître un petit peu la matière, donnent une souplesse, donnent un gonflant, un moelleux parfois, une imperméabilité. Et il ne faut pas se priver de tous ces tissus-là sous prétexte que une maison comme Hermès, d'abord parce que, et ça je vais faire un aparté, à chaque fois qu'on construit des vêtements, j'ai l'habitude de dire que nos vêtements ne sont pas chers, mais ils sont coûteux. C'est-à-dire que la recherche de matière, les matières que nous utilisons, ou les techniques que nous utilisons sont le fruit de la recherche, ont un certain prix, la structure du tissu, le montage du vêtement. Et donc, on arrive à des vêtements qui ont un prix qui est le prix juste. Et je ne veux pas faire d'amalgame ou de comparaison avec d'autres maisons qui, sous prétexte de mettre un gros logo sur un vêtement, disent c'est un vêtement de luxe. Pour moi, la recherche sur la matière, sur le tissu, sur la construction du vêtement, toute cette recherche-là est fondamentale et font que quelque chose est plus coûteux peut-être que d'autres choses. J'ai refermé mon aparté. Tout ça pour vous revenir à la toile mèche, pour ces vestes qui donnaient un confort, et on le voit un petit peu ici dans la manche parce que ça pliait. En effet, la composition était en nylon et polyuréthane, et ça donne un espèce de tissu comme ça, un petit peu assez étonnant, qu'on utilise dans les vêtements de sport. Mais pour construire une veste classique, un ou deux boutons, c'est assez étonnant. Ça, c'est un autre tissu qui m'avait intéressé. Je vous ai mis là que des tissus particuliers parce que, bien sûr, j'aurais pu vous montrer, je vous en ai montré quelques-uns au début, des tissus anglais ou des tissus italiens. Ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer combien les tissus peuvent être travaillés sur une silhouette assez sobre, assez simple, et donner quelque chose qui, pour moi, qualifie un vestiaire masculin de moderne par rapport, mais j'aime, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime aussi beaucoup la flanelle ou les draperies fines, les Super 150, 160. Ça dépend un petit peu. Ce que je trouve intéressant dans l'utilisation, là, c'est une toile technique froissée, crispée, comme on dit. Ça donne vraiment une veste qui met le corps en valeur, est vraiment structurée, vraiment coupée avec précision, mais permet en effet d'être très léger, de ne pas avoir chaud, de voyager, de le mettre au fond de sa valise, de ressortir, de la secouer, de s'habiller. C'est ça la modernité d'un vêtement, et c'est ce que permettent tous les tissus aujourd'hui et tous les traitements. Et tous les tisseurs remarquables qui font vraiment des recherches vraiment exceptionnelles. Même les tisseurs les plus traditionnels se sont mis à mélanger, à faire des recherches de fibres, de finition, de traitement. Et c'est vraiment, je leur rends hommage parce que vraiment c'est un travail remarquable. Donc là, c'était cette toile technique. Et voilà, je vous ai mis à la suite justement un costume de bouton en non doublé, en toile de laine et mohair, parce que la laine et mohair est un tissu masculin que j'adore, parce que c'est pour moi le costume du héros, le tissu le plus chic qui soit, si on veut toucher le registre chic. C'est un tissu, le mélange avec le mohair, et je ne parle pas du mohair, la laine mohair que vous connaissez peut-être avec des grands poils, là je parle du mohair en tissage dans les draperies fines. Ça donne un tissu qui ne se froisse pas, qui ne se chiffonne pas, qui donne une main un peu rigoureuse, un peu sévère, un peu sèche, mais qui donne des costumes sublimes, vraiment très très chic, avec une légère brillance, et je trouve que c'est chicissime. Donc là, c'était juste avec un petit peu twisté, avec une chemise foncée et une cravate en maille.
Je parle, c'est impressionnant quand même d'être là, je déroule ma vie, mon œuvre, c'est assez drôle de revoir aussi tout ça, c'est assez touchant. Encore du tuile de soie, cette fois surteint. Là aussi, on s'est essayé à surteindre les choses parce que ça donne de prendre nos carrés et de les surteindre. On découvre un petit peu des nouvelles colorations, des nouvelles superpositions de teintures qui donnent des mélanges assez étonnants, des fois des choses un peu iridescentes qui donnent des bonnes surprises, des mauvaises des fois. Franchement, il y a des échecs, hein. Je ne vous montre pas tous les échecs parce que c'est ça qui est intéressant. On parlait tout à l'heure d'essayer des choses, c'est vraiment important. Et avec le studio, vraiment mes collaborateurs qui sont formidables, on essaye des trucs. Alors après, on se dit, c'est pas terrible, on recommence, on essaye autre chose. C'est ça, c'est de rentrer dans des pistes et c'est d'innover. Donc moi, mon travail est d'innover sur le tissu, sur la matière. C'est pour ça que Catherine et Nathalie m'ont demandé d'intervenir. Pour d'autres, ça serait plus dans les formes, dans les excès ou dans les dessins. Moi, je reste, comme vous le voyez là, sur des lignes masculines très sobres, mais avec des recherches de matière qui me semblent ouvrir des voies sur un vestiaire masculin différent. Alors ça, avec mon collaborateur qui travaillait sur la maille, j'ai proposé de tricoter des carrés qu'on avait déchirés en ruban sur une largeur de 1 cm. Et donc, sur un pull tricoté, on a fait des rayures où on a tricoté, c'est un pull tricoté main, on a tricoté de la soie, des carrés non-choix, je vous rassure, on ne coupe pas dans les carrés, des carrés non-choix ou des essais de coloration. Et on a tricoté cette bande qui est donc une bande de soie tricotée sur un pull en coton technique. Le fil de coton qui était un fil creux, parce que j'aime bien les gros pulls, mais j'aime pas les pulls qui pèsent lourd, qui vous descendent sur les genoux. Donc on avait fait faire un fil de coton vide. Donc ça donne un gros fil, mais qui en même temps est très léger. Et tricoté comme ça avec cette rayure en tuile de soie, c'était assez amusant, inattendu. Pour rester dans le tricot, de la laine fine tricotée pour des chemises polo, parce que c'est très étonnant aussi tout ce qu'on peut faire en maille. Moi, j'aime beaucoup travailler la maille, enfin, j'aime travailler toutes les matières, à vrai dire, donc je peux... Vraiment, c'est ça. Et là, ce qui était amusant, c'est que j'avais envie d'ICAT. Et l'ICAT, c'est vraiment ce travail de la chaîne imprimée. Alors, il y a plusieurs techniques. Là, on avait imprimé la chaîne et après, on avait tissé la trame. On peut aussi, comme les Japonais le font, imprimer, détisser, retisser. Donc, ça donne un twist dans le tissage que je trouvais très intéressant. On l'avait fait sur la soie et coton. On avait fait des chemises, des pantalons. Et là, c'est sur un pantalon aussi large, jogging à taille coulissée. Et ça donne des couleurs comme ça qui fusent un peu. Et je trouvais ça très, très joli sur l'été. Il y avait des jaunes, des verts, des bleus. Ça, c'était une envie j'étais tombée amoureuse de ce tissu à fleurs. Et comme je trouvais l'autre côté très, très joli aussi, j'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, mais on va essayer de faire une veste complètement réversible parce que vraiment, le tissu est magnifique des deux côtés. De l'autre côté, il était bien sûr à l'envers. Donc, il est clair avec des fleurs bleues et vertes. Donc, il était bleu marine avec des fleurs blanches et vertes. Et je me suis dit, ça serait formidable qu'un homme puisse avoir une veste qui puisse mettre d'un côté bleu, d'un côté vert, d'un côté blanc, pardon. Mais là où ça se complexitise, si je peux dire, c'est que sur la construction d'une veste, c'est vraiment très, très délicat, très laborieux. Là aussi, pour ne pas avoir sur une chemise ou sur un vêtement coupé au carré, c'est assez simple de mettre envers endroit, même sur des blousons. Mais sur les vestes... Et je rends hommage à l'usine italienne avec qui je travaille depuis 30 ans, parce que je suis très fidèle dans mes collaborations. Et je leur avais demandé vraiment qu'on travaille en effet les emmanchures, le travail des poches de chaque côté, le travail des manches, pour faire une veste réversible,
qui soit vraiment aussi chic qu'une veste doublée. Et là, ça a été vraiment très, très... Le tissu d'abord était étonnant, et de faire cette veste complètement réversible, j'étais vraiment très enchantée, très ravie du résultat. Alors l'impression, là c'est encore nos carrés, un carré qui s'appelle Surprise à la connétable, qu'on a imprimé dans des tons très très légers et qu'on a décadré sur le blouson pour donner à ce blouson en coton voilà, une impression, mais une impression un petit peu moins classique que de l'imprimer partout. Alors justement, notre banque de dessins de carrés est extraordinaire. On a la chance d'avoir, je pense, environ 200 dessinateurs qui travaillent pour Hermès, qui dessinent des impressions, des carrés. C'est vraiment un luxe. Le luxe, il est là, et le luxe, il est dans la facilité de travail, de dire tiens, j'ai envie d'un dessin, on va faire appel à un dessinateur qui a vraiment une main, une facture qui correspond à ce qu'on souhaite. Là, c'était un dessin qui s'appelle Virage, et on a pensé à s'adresser à un fabricant italien pour le faire en relief. Donc c'est de la soie, mais c'est armuré. Donc c'est tout ce dessin de carré qui est très très travaillé. C'est un dessin donc qui est un peu travaillé gaufré, mais donc c'est le dessin d'un de nos carrés qui est travaillé gaufré sur une veste non doublée. Et on l'a fait refaire aussi dans le dessin du pullover qui est en soie craquante. C'est donc une soie lourde qui donne un peu ce côté un peu des soies des années 60 et un peu craquante comme ça. Et on a fait reprendre ce dessin dans le pullover, voilà, avec un pantalon, toujours un pantalon à taille élastiquée. J'aime bien les silhouettes comme ça, les pantalons élastiqués avec une veste un peu rigoureuse en soie, des choses qui sont toujours un peu twistées dans la silhouette. Ça, c'était une autre technique. C'est un jacquard de laine à carreaux, mais sur une technique de dévorer. C'est-à-dire que le tisseur tisse son jacquard, mais avec un effet un peu mat et brillant, et donc les carreaux, ça donnait un effet mangé, dévoré, qui donnait un dessin, une veste du soir, enfin assez un peu brillante bien sûr, qui donnait des carreaux comme ça qui sont un peu étrangement qui disparaissent par endroits, et c'est vraiment les techniques de tissage sont exceptionnelles dans le jacquard parce que tout est possible, tout est permis, et selon les métiers des tisseurs, ils arrivent à faire des choses. Nous, notre rôle, c'est de leur exprimer un souhait, de leur dire on voudrait tel dessin, on voudrait tel effet, on voudrait telle brillance, et eux, ils mettent en forme. Et vraiment, les Lyonnais sont exceptionnels dans la soie, mais les Italiens aussi, parce que des fois, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais ça donne quelque chose, une nouvelle piste, et on rentre dans une nouvelle piste. Et c'est ça qui est fascinant et que j'adore dans le travail des tissus, c'est que des fois, on a exactement ce qu'on cherche et ce qu'on demande, et puis des fois, c'est autre chose, mais on est vraiment tous séduits et ça développe de nouvelles idées. Le tie and dye, parce que c'est amusant, enfin je trouvais que ça donnait un côté très très estival, et donc c'était tout un final d'un défilé d'été où j'avais envie de mailles de soie, de tout le final dans un côté très joyeux, des bleus, des jaunes, des verts, et on avait fait c'est plus en tie and dye, mais comme évidemment je ne suis pas une personne simple, j'avais décidé que les tie and dye devaient être placés à certains endroits. Donc je voulais un tie and dye ici, un là et tout, et que ça ne tombe pas n'importe où, n'importe comment, ce qui avait été, mon Dieu, assez difficile à réaliser, parce qu'à chaque fois, bien sûr, le principe du tie and dye, on noue, alors on nouait, puis après la couleur fusait, et puis après au montage, et on s'était aperçu qu'à l'arrivée, c'était mieux de faire les vêtements et de faire le tie and dye sur les vêtements finis. Alors c'était... À la production, ça a été... Mon Dieu, ils m'en veulent encore aujourd'hui, c'était horrible. Il y avait beaucoup de casse, je dois dire. Et alors ce tie and dye, on s'est dit, la matière, pourquoi pas tester aussi du tie and dye sur du métis, sur de la chèvre métisse.
Et là aussi, donc ça rebelote. On est reparti sur le même, mais là on l'a pas fait sur les vêtements finis, on l'a fait quand même sur les peaux et après sur le montage. On assemblait les épaules, on le faisait et puis après on finissait le montage du vêtement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi je trouve que l'homme qui après vient acheter un vêtement tombe amoureux d'un tissu, d'un vêtement, et c'est la complexité derrière. C'est pas son problème, ça le regarde pas. C'est nous, c'est notre histoire, notre cuisine, mais on s'amuse beaucoup à faire ça. Je dois dire que c'est ça qui est formidable, et c'est cette maison qui est exceptionnelle parce qu'elle permet aussi d'avoir le temps de faire ça. Et pour moi, je dirais aujourd'hui que si on devait demander la définition du luxe, c'est le temps qu'on a à faire les choses, le temps qu'on nous donne à faire les recherches, l'argent que ça coûte aussi, et c'est ça qui est exceptionnel. Et franchement, c'est le luxe, il est là. Donc me revoilà dans le néoprène, parce que j'avais un très bon souvenir de ce néoprène, mais là on l'a joué sur un tissu en laine avec des mélanges de carreaux, des petits carreaux, des grands carreaux, contrecollés sur du néoprène. Donc j'avais pas refait des vestes, on a refait là des blousons, plutôt des vêtements de sportswear. Et le résultat était toujours assez intéressant parce que ça donne, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un tissu évidemment plus structuré, plus lourd, mais pas tellement plus lourd, le mot n'est pas juste, un peu gonflant. Ce qui m'intéresse, moi, et depuis le début de mes années chez Hermès, c'est d'alléger les vêtements. Pour moi, la modernité, c'est dans l'allègement des tissus, et ça, les techniciens, les tisseurs ont fait un travail remarquable. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, les collections d'hiver, par exemple, les tissus d'hiver faisaient 400 grammes, 450 grammes, il fallait que ça soit chaud. Et on s'aperçoit maintenant que, d'abord, il y a un réchauffement climatique, je ne vais pas vous l'apprendre, mais qu'en plus, les gens n'ont plus envie d'être engoncés, donc même les tissus de vestes, de manteaux sont de plus en plus légers. Et c'est là où vraiment les tisseurs ont fait un travail remarquable sur le poids des tissus. Alors, je trouve que tout d'un coup, de les mélanger avec du néoprène ou du mèche ou des trucs, ça donne une épaisseur au tissu sans apporter de poids. Du velours lisse, parce que là aussi, je vous parle beaucoup de tissus techniques, mais j'ai une adoration pour les tissus traditionnels, des velours lisses. Là, c'était un total look lit de vin, le col roulé, le costume. Voilà, c'est un très belle matière, le velours. Parce que je ne vous parle que de matière, je ne vous parle pas tellement de dessin. Je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais les rayures tennis, la flanelle, mais aussi les grands dessins Prince de Galles. On avait fait réaliser par un tisseur anglais exceptionnel cet immense Prince de Galles pour ce très beau manteau asymétrique, ceinturé. C'était vraiment un Prince de Galles de 15 cm à peu près, très très marqué, macro Prince de Galles. C'est vraiment... Il y a quelques années, je travaillais les collections différemment. Je me disais, tiens, je vais investiguer la rayure tennis et puis tout ce qu'on pouvait faire en rayure tennis. J'avais même surpiqué du cuir pour faire comme des rayures tennis sur des blazers. Après, il y avait eu le Prince de Galles. Après, il y avait eu la flanelle grise. Et là, ces dernières années, c'est un petit peu plus un mélange entre toutes les matières, entre toutes les silhouettes. Le twist, il vient plus un petit peu dans le mélange streetwear avec des choses plus traditionnelles. Ça, par exemple, voilà la toile Bright. Donc, je vous disais, ma grande famille de toile au vent, toile orage. Là, on l'a appelée de la toile Bright parce que... j'avais envie d'un tissu très très léger, un peu comme un spinnaker. Un spinnaker, c'est les tissus qu'on utilise en bateau, c'est de la voile de bateau. Enfin, il y a plusieurs qualités de voile. Hein. Je ne suis pas une femme de bateau, donc. Mais la toile Bright, je voulais qu'elle soit très très brillante, très forte, vraiment comme les vêtements de sport qu'on peut porter actuellement. Mais prendre cette toile, enfin, c'est une toile, un tissu exclusif qu'on a fait avec un tisseur japonais.
mais d'en faire des vêtements chics. Là aussi, de twister, de prendre un tissu de sport, des lignes sport, mais de l'apporter dans un vestiaire beaucoup plus traditionnel. Donc une grande parka avec ces mélanges de couleurs, rougeâtre et vert, sur quelque chose de très spectaculaire. On a poursuivi cette toile Bright l'hiver suivant, mais matelassée, bicolore, pour lui donner de l'épaisseur sur l'hiver, un petit peu plus de chaleur en le matelassant, en le boitinant, mais continuer toujours ce tissu parce que les tissus peuvent avoir une vie plusieurs saisons. Un manteau en mohair, alors là en effet c'est pas le mohair Hélène dont je vous parlais tout à l'heure pour les costumes, c'est une qualité de mohair peigné, mais un petit peu plus poilu pour faire des grands manteaux d'hiver, qui est le manteau donc asymétrique que vous avez vu tout à l'heure en Prince de Galles, mais avec un col et tout, très enveloppant, très chaud, des manteaux très réconfortants, manteaux d'hiver. Ça, c'est de la soie cravate. La soie cravate, j'adore, je vais vous dire, à force de dire j'adore, mais j'adore beaucoup de choses, en effet. J'adore la soie à pois, les soies cravates à pois. Et là, j'ai proposé de reprendre, on s'est dit que c'était intéressant de faire des tonalités de soie cravate dans une gamme. Donc la soie cravate, elle brille un peu puisque c'est de la soie. Et on a repris l'idée des vestes réversibles que vous avez tout à l'heure à fleurs, mais sur une soie cravate, donc qui est de deux couleurs totalement différentes, la couleur des pois étant inverse avec le fond de chaque côté. Et ça donnait des vestes du soir là c'était un costume, des choses un peu brillantes, très très dandy, très chic, très dandy, et ça donnait un soir oui, très, très raffiné. Alors ça, c'est un tissu 3D, 3D parce qu'il est vraiment avec un relief en 3 dimensions, et on a imprimé un dessin de carré macro. Je dois dire que l'impression était assez impressionnante parce qu'on avait presque l'impression que c'était dans le tissage que ça avait été fait pour faire des grands sweatshirts là en XXL. Donc ça donnait des volumes sur ce grand dessin et cette impression et ce tissu 3D qui donnait comme ça un confort et une silhouette très, très étonnante, avec un pantalon. Je ne vous parle pas tellement des tissus de pantalon, des serges de coton, des serges de laine, des choses assez nettes en bas. Ça, c'est l'hiver dernier de la toile gomme. C'est pas la gomme du trench, du feuille coat que vous aviez vu tout à l'heure. On en a fait un trench coat. C'est une toile gomme un peu plus ferme, plus lourde, et on l'a fait dans une seule couleur, le rouge H, le rouge Hermès. Et évidemment, c'est imperméable. Mais ça donnait un trench coat, et on avait fait plusieurs vêtements dans cette toile gomme très, très masculin. Et voilà, pour finir, c'est toujours l'hiver dernier, c'est une grosse parka watinée. Alors cette fois, c'est le dernier né, il s'appelle Toile Cosmos, parce que on s'est dit que ce côté papier chocolat argenté, comme ça, double à l'intérieur, ça donnait un côté cosmos. On s'amuse beaucoup à faire des brainstorming, j'ai trouvé des noms, à chaque fois c'est un peu compliqué, les noms de couleurs et les noms de matière. Pour faire cette parka watinée très chaude, très, très gonflée comme ça, et avec un pantalon en flanelle de laine noire et une chemise en popeline de coton noir. Voilà un petit, enfin sur 30 années quand même, un petit choix de matière, de tissu. Donc je ne sais pas à quelle heure il est, je parle. Alors, moi, ça me ravit de retrouver un petit peu ces photos que j'ai retrouvées dans mes archives. Mais ça vous permet aussi de voir que, en tout cas, mon travail, mon expression de l'univers masculin chez Hermès est assez vaste et assez large sur ma passion des matières. Et là, je ne vous ai pas parlé du cuir, parce qu'on pourrait refaire le même truc sur toutes nos recherches en matière de cuir.
Merci Véronique, c'était passionnant, d'autant qu'on a peut-être peu l'occasion de t'entendre parler vraiment de ces 30 ans avec cette entrée textile, matière. Donc merci beaucoup.